Comment la guerre de la Russie contre l'Ukraine est-elle vue et comprise au Moyen-Orient? Quelle est la différence entre la guerre russe en Ukraine et celle en Syrie? Quel regard sur cette guerre jette un photographe qui a connu et couvert beaucoup de guerres? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Amar Abdrabo, photographe et journaliste franco-syrien de renommée internationale. Il couvre depuis des décennies l'actualité du monde arabe. Actuellement, Amar est à Kiev. Il découvre la guerre russe en Ukraine. Bonjour Amar, je suis très contente de vous voir et de vous accueillir dans notre podcast L'Ukraine face à la guerre. Vous êtes à Kiev, la capitale de l'Ukraine, avec une mission journalistique. Vous êtes photographe, vous êtes franco-syrien comme on vous a présenté. Vous travaillez en France, mais vous travaillez aussi au Moyen-Orient. Vous observez actuellement ce qui se passe ici en Ukraine. Et donc, ma première question à vous, quand vous fréquentez beaucoup au Moyen-Orient, quand vous connaissez beaucoup les pays qui sont là, la question qui est un peu ignorée ici en France et sans doute aussi en Europe, comment est-ce que les pays du Moyen-Orient, quelle attitude ont-ils par rapport à cette guerre que la Russie avait commencé contre l'Ukraine? Alors, merci de me recevoir d'abord. Et ensuite, malheureusement, il n'y a pas une seule position. Quand on regarde, il y a plusieurs positions. Il y a vous avez d'abord des gens qui ont comme ma partie syrienne, on va dire, comme mes amis syriens, des gens qui ont déjà eu affaire aux mêmes tueurs, aux mêmes agresseurs, aux mêmes façons de bombarder des populations, etc. Donc qui, eux, sont bien sûr de tout cœur avec l'Ukraine, puisqu'ils connaissent très très bien le problème. Après, il y a une autre partie de l'opinion que je connais, que j'entends, qui dit... parce que malheureusement, c'est une région où, depuis très très longtemps maintenant, le droit international est bafoué, la loi du plus fort est en vigueur, qui est habitué à beaucoup d'agressions, beaucoup de violations des traités et des frontières, etc. Donc du coup, cette partie-là de la population va regarder ça en disant finalement... c'est l'Ukraine, mais avant c'était le Liban, avant c'était l'Irak, avant c'était la Palestine, etc. Et qui vont dire un petit peu « and so what ?» Ou alors c'est comme ça, on est dans un monde où le plus fort impose sa loi. Parfois c'est les États-Unis, là c'est la Russie, parfois c'est la Chine, etc., etc. Et que donc on entend un petit peu cette musique qui va dire « ils ont qu'à se résigner, ils ont qu'à vivre avec ça ». On n'a pas on peut pas décider ou on peut rien faire contre. Et puis il y a une autre partie qui, elle, est totalement, faut pas se le cacher, qui est totalement pro-Poutine ou pro-Russie, qui a une espèce d'admiration de l'homme fort, de la masculinité, enfin des espèces de valeurs que véhicule souvent la propagande russe. Homophobes aussi, par exemple. Donc ils vont dire c'est aussi une bataille entre une société entre guillemets saine, et bien sûr j'utilise beaucoup de guillemets, c'est pas du tout ce que je pense, et une société malsaine qui serait en proie aux dépravations, au mariage homosexuel, etc. Et, tout. Et donc qui voit Poutine comme une espèce de chevalier de l'ordre moral et de l'ordre politique qui va venir un peu redresser tous ces gens-là avec des références à Dieu, des références à la religion, etc. Donc on a un peu les trois. C'est difficile de dire
les pourcentages, ou c'est difficile de dire les différentes tendances, mais j'entends ces 3 sons régulièrement. Et donc ces 3 attitudes que vous avez évoquées, ils sont repartis à peu près il y a une part égale, c'est-à-dire que 30%, 30%, ou bien vous pouvez dire qu'il y a une attitude qui est plutôt quand même majoritaire? Je dirais que celle qui consiste à dire il y a la loi du plus fort et on ne peut rien faire contre, j'ai l'impression que c'est la majoritaire. Mmh. C'est celle qu'on entend le plus souvent. Les 2 autres sont plus minoritaires. Après, il y a aussi beaucoup d'ignorance. Beaucoup de gens ne connaissent pas bien tout ce qui se passe. Et c'est vrai que parfois, les questions telles qu'elles sont présentées, en tout cas pour quelqu'un qui n'a pas toutes les cartes ou toutes les informations, beaucoup de gens me disent si la Crimée, ce sont des Russes qui sont retrouvés là, c'est normal qu'ils retournent en Russie, c'est normal que ça redevienne chez eux, etc. etc. Donc, à moins de se documenter beaucoup, d'entrer dans l'histoire, et c'est l'histoire dans cette région, elle est compliquée, parce qu'il y a eu des empires qui ont disparu, il y a des nouvelles républiques, puis il y a d'autres républiques qui ont disparu, etc. etc. Si on ne fait pas cet effort-là, si on ne va pas vraiment chercher à savoir qui fait quoi et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, parce que tout ça n'est pas né en 2022 et tout ça n'est pas né en 2014. Il y a des choses qui remontent à la Deuxième Guerre mondiale, voire à la Première. Donc du coup, c'est parfois très compliqué quand vous avez, 20 ans et que vous êtes à Amman ou à Beyrouth, d'avoir exactement toutes les informations que vous voudriez pour pouvoir mieux comprendre. Il y a aussi la question de la couverture médiatique de ce conflit, qui est quelle serait votre vision de cette couverture médiatique, journalistique, vous qui êtes journaliste, est-ce que déjà le sujet de cette guerre de la Russie contre l'Ukraine est présent ou pas du tout? Il est présent, mais il est présent à travers des prismes, parce que la plupart des médias, voire tous les médias traditionnels, on va dire, dans la région moyen-orientale, sont tous liés à des États et sont tous calquent, on va dire, leur couverture sur la position des États. Donc si vous dépendez du Qatar, vous allez parler comme le Qatar voudrait que vous parliez. Si vous dépendez des Émirats, c'est encore autre chose. Si vous dépendez de l'Arabie Saoudite, etc., etc. Donc du coup, il y a une partie de ces médias qui ont toujours été, par exemple, pro-iraniens, proches des Iraniens, et du coup à défendre Assad en Syrie, et du coup à défendre Poutine en Ukraine. Donc du coup, ces médias-là vont vous présenter c'est comme Russia Today, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire c'est des nazis et des terroristes qui sont à Kiev et qu'il faut aller les chasser du pouvoir, qu'ils sont nuisibles, qu'ils sont méchants, qu'on est des gentils qui vont remettre tout ça sur pied, etc., etc. C'est des choses que moi, d'origine syrienne, j'ai vues, encore une fois, c'est des choses très similaires, parce que en Ukraine, on a eu les nazis, entre guillemets, qui étaient le repoussoir, mais surtout ce qui touchait à la révolution syrienne, une révolution qui par beaucoup d'endroits était une révolution parfois laïque, une révolution citoyenne, qui voulait reprendre en main beaucoup de choses, etc., eh bien, elle était présentée comme une révolution de djihadistes, parce que c'était ça le repoussoir. Donc les djihadistes fonctionnaient un peu comme les nazis pour l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on prenait, peut-être que oui, il y a 1% de personnes qui étaient comme ça, qui étaient djihadistes, qui disaient il faut tuer les chrétiens, il faut couper des têtes, etc. Alors on prenait ces personnes-là qu'on mettait sur le devant de la scène médiatique, on les présentait et qui cachaient tout ce qu'il y avait derrière. Tout rêve, on va dire, laïque, tout rêve citoyen, tout rêve de dignité était totalement caché par 2 ou 3 slogans ou une centaine, on va dire, d'imbéciles ou de djihadistes ou de gens. On les sélectionnait parce qu'on disait, tenez, regardez, lui est venu de Tchétchénie, lui il est venu de France, lui il est venu de Belgique, etc. Et c'est vrai que pour une grande partie de l'opinion, parce qu'elle est paresseuse ou parce qu'elle ne sait pas trop comment vérifier ou comment aller chercher l'information, pour beaucoup de gens, ça fonctionnait très bien. Tout de suite, ils disaient « Ah non, moi, je ne pourrais jamais soutenir quelqu'un qui est djihadiste. » Et donc là, c'est la même chose. Là, moi, je me suis retrouvé avec des gens qui disaient oh, « L'Ukraine, mais moi, je ne vais jamais soutenir des nazis. » Alors, je disais mais où tu as vu des nazis? Regarde, il y a un truc qui est sur YouTube, on peut voir, c'est des gens, des blancs, des machins et tout. Alors oui, effectivement, ça doit exister, mais ça représente une toute petite partie, une infinie partie de ce que représente la résistance ukrainienne, on va dire.
Oui, tout à fait. On connaît bien toute cette méthode de présenter cette partie minimale de protestation pour gonfler en fait les faits, pour montrer que voilà tout le qu'on a dit, c'est comme ça que travaille la propagande. Avant qu'on passe à cette comparaison qui m'intéresse beaucoup, cette comparaison entre la guerre en Ukraine et la guerre en Syrie, est-ce que vous pensez que dans cette vision de choses où, en fait, voilà, ce qui est plus fort, il a raison, et puis que la Poutine a raison de se comporter comme cela et de faire cette guerre d'agression, est-ce qu'il y a une certaine rancune ou une certaine protestation contre l'Occident en tant que tel? Sans doute, absolument. Il y a ça, il y a une rancune, il y a un désintérêt, il y a même une opposition. C'est-à-dire qu'on va se dire, on va dire l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc si les Américains veulent faire la guerre à Poutine, et les Américains nous ont fait la guerre à nous, donc ça veut dire que Poutine est plutôt sympa. Enfin, beaucoup de gens vont avoir cette... bien sûr, il y a cette rancune, il y a des frustrations aussi. C'est-à-dire que des gens vont vous regarder et vous dire... un pays qui respecte pas les frontières, un pays qui va détruire ses voisins, un pays qui est méchant, un pays qui a des discours de haine et tout, et ils disent, il y a Israël. Israël, c'est exactement comme ça. Il respecte pas les frontières, il bombarde ses voisins. Pourtant, personne ne fait la guerre à Israël. Pourquoi on va faire la guerre aux Russes? Pourquoi on va faire la guerre aux Irakiens, etc. Donc, il y a aussi cette rengaine qui existe. On ne peut pas l'ignorer. Des gens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend le conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien, on est à 75 ans. Donc ça veut dire qu'on a 3 générations qui sont nées et ont grandi avec cette idée de droit bafoué ou cette idée d'injustice, etc. Des résolutions de l'ONU qui ne sont pas du tout appliquées, une colonisation qui est de plus en plus forte, etc. Donc du coup, des gens parfois posent la question, ils disent mais moi je suis tout à fait solidaire des Ukrainiens, mais est-ce que les Ukrainiens sont solidaires de nous? Est-ce qu'eux vont s'intéresser à ce qui se passe à Naplouse, à Gaza, à Damas, etc. Je veux dire, donc oui, il y a ce côté, l'Occident nous a lâchés, l'Occident ne s'intéresse pas à nous, l'Occident a un double langage ou deux poids, deux mesures. Donc pourquoi moi je vais suivre l'Occident quand il veut aller libérer l'Ukraine? Non, qu'il se débrouille. Qu'il se débrouille tout seul, ouais. Oui. Vous êtes d'origine syrienne, vous avez vécu une partie de votre enfance en Syrie, vous connaissez très bien le pays, vous avez suivi en France les protestations, ensuite la guerre qui s'est éclatée dans le pays. Vous avez vu, vous étiez à Alep en 2013. Et là, maintenant, vous voyez toutes les images qui proviennent de l'Ukraine. Vous venez en Ukraine pour voir comment c'est ici. Est-ce que vous voyez des parallèles qui existent entre cette guerre en Syrie et ce que nous voyons aujourd'hui en Ukraine? Oui, absolument. Alors, bien sûr, il y a ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire les parallèles dans la communication, dans les médias, dans les fake news, les mensonges... qu'on va marteler jusqu'à ce que les gens finissent par croire que c'est des vérités. Donc il y a cette première comparaison et analogie. Ensuite, il y a les méthodes, les charniers, les attaques contre les civils, le groupe Wagner. Enfin, il y a des choses qui vraiment ont été un petit peu testées en Syrie, il y a 10 ans ou plus. Et devant la passivité de l'Occident, ou devant on va dire sa nonchalance, ou devant sa faiblesse, ou devant ses discours très puissants, et ensuite son action très faible, je pense que Poutine et son régime ont très vite compris que c'était open bar, hein, ils pouvaient y aller tranquillement. Ça va hurler, ça va beaucoup hurler, mais à l'arrivée, il n'y aura pas grand-chose. Bon, heureusement pour les Ukrainiens, le soutien était plus important et plus massif. Et encore, regardez, on est 1 an après, on parle maintenant de livraison de chars, on parle maintenant peut-être de soutien à l'aviation, des choses comme ça. Donc ce n'est même pas un soutien total et massif et rapide. Ça met du temps. Mais au moins, les actes sont un peu plus en accord avec les discours, ce qui est une excellente chose. Mais c'est vrai que
le laboratoire syrien, comme l'appellent les historiens, le laboratoire syrien, il donne un feu vert à toute action de ce genre. D'ailleurs, quand on regarde dans les dates, il y a ce qu'on a appelé les lignes rouges d'Obama, qui était 2013, et qui disait si l'arme chimique est employée, nous ne le tolérerons pas. En août 2013, l'arme chimique est employée. En septembre, donc quelques semaines plus tard, la France et d'autres pays, à ce moment-là, l'Angleterre, les États-Unis disent qu'ils doivent faire quelque chose, qu'ils doivent faire un signal fort pour dire ça suffit. Et finalement, ce signal ne se fait pas parce que Obama recule, le président américain. Donc, on a, à l'automne 2013, on a la confirmation, on va dire, que ces discours ne mènent nulle part. Et comme par hasard, quelques mois plus tard, en 2014, on a la Crimée, le Donbass, etc. C'est vraiment des choses où on peut voir le rapport historique, quoi, le rapport dans les temps, dans les dates. Et effectivement, si on repart sur l'Occident, 2014, il y a beaucoup de protestations, mais il n'y a pas de vraie réaction. On doit attendre 2022, fin 2022, même presque, pour vraiment avoir la guerre a déjà... la guerre sur le terrain, l'invasion même de l'Ukraine a déjà plusieurs mois, pour que les grandes démocraties se réveillent, prennent vraiment conscience du danger, réalisent ce que nous on disait. Moi je disais déjà ça pour Alep il y a 8 ou 9 ans. Je disais, si Alep tombe, c'est pas juste Alep qui tombe, c'est une part de nous qui va tomber, parce que ça veut dire que ça y est, que la loi du plus fort, elle est là, que le droit international, qui, je suis d'accord, il a déjà été bafoué 100 fois, mais là on était vraiment devant un mouvement citoyen, un mouvement nécessaire, un mouvement contre une dictature des plus féroces, des plus atroces, et on laisserait tomber ce mouvement parce qu'il y a la loi du plus fort, parce qu'on ne veut pas intervenir, parce que ça peut coûter cher, parce que, alors on peut mettre 10 000 parce que c'est des musulmans, parce que c'est trop loin, parce que ceci, parce que cela. Donc on laisse faire, Alep tombe, et malheureusement, parce qu'Alep tombe, plus tard, on a l'Ukraine. Moi, je suis persuadé que si à ce moment-là, on met ce qu'il faut pour dire non, ça peut pas, vous pouvez pas faire ce que vous voulez, ça s'arrête, on met des no-fly zones, on abat des avions. En fait, je veux dire, je suis pas chef d'État, mais il y a une panoplie de mesures qu'on peut faire pour sauvegarder un peuple en détresse. Là, aucune de ces mesures n'a été prise. Eh bien, ça voulait dire aux agresseurs, allez-y. Moi, je vais crier, je vais hurler, je vais faire tout un problème, mais finalement, vous ferez ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça relevait un peu d'une trahison, n'est-ce pas? Donc une trahison de l'Occident, n'est-ce pas? Pour vous surtout, vous qui êtes à moitié européen, c'est-à-dire que vous vivez dans ce contexte européen, donc j'imagine que c'était très douloureux que de voir cette trahison. C'est douloureux et ça me fait de la peine de dire que c'est quelque part... c'était prémonitoire, mais c'était pas une surprise. Je veux dire, moi, j'ai pas fait Polytechnique ou des très grandes écoles pour savoir que si vous laissez faire le mal, entre guillemets, moi, j'ai pas peur de dire le mal contre le bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents, qui disent attention, là. Moi, je le dis, il y a des fois où on est vraiment devant des batailles où il y a le bien et le mal. C'est-à-dire quand des gens torturent, violent, exécutent des enfants, etc. C'est le mal. On va vous dire plein de choses. Ah oui, mais attends, les autres, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Non, c'est pas la même chose. C'est pas deux belligérants. Il y a vraiment un agresseur et un agressé. Il y a un qui se moque de toute loi humaine et l'autre qui essaye de les défendre. Donc c'est pas du tout du même bois, quoi. C'est pas la même façon de dealer avec eux. Donc, on avait ce côté un peu prémonitoire, quelques-uns, où on se disait si là, ça se passe mal, ça risque de se passer mal ailleurs, et qu'est-ce qu'on pourra faire? On ne pourra pas faire grand-chose. Alors, malheureusement pour les Ukrainiens, c'était là, mais quand on regarde bien, ça aurait pu être la Pologne, là on parle de la Moldavie, là on parle de plein de... Je veux dire, il y a beaucoup de candidats
dans ce genre de choses. Et après, c'est la fable de La Fontaine, vous savez, c'est le loup et l'agneau. Donc c'est dire, ah bah si c'est pas toi, c'est ton frère, c'est pas grave, j'ai envie de te manger, puis je te mangerai, quoi. C'est exactement ça. Après, on va trouver des excuses, on va dire, oui, mais il voulait aller à l'OTAN, il voulait faire je sais pas quoi. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment, on regarde les discours, on regarde on regarde les discours et les actes, et on voit qu'il y a une intention comme ça depuis longtemps. Elle est pas née hier, quoi. Oui. Donc cette réflexion morale, voilà, elle nous touche beaucoup les Ukrainiens parce que on dit souvent que le mal impuni, il revient toujours. Nous vivons dans la géographie où en fait le mal absolu, le totalitarisme soviétique qui a fait des millions de victimes donc durant des décennies, de cette règne totalitaire n'a jamais été puni. On parle beaucoup de nazis, bien sûr, mais il y avait quand même un procès de Nuremberg, il y avait quand même des coupables, des condamnés, même s'ils n'étaient pas nombreux, mais quand même il y avait cette reconnaissance de cet un mal. Alors que dans notre géographie, nous on comprend que voilà, le système communiste était aussi un mal absolu, mais c'était jamais reconnu comme tel, ni à l'intérieur de nos États qui ont submergé dans ce contexte post-soviétique. En Russie surtout, en Ukraine, on avait commencé ce processus de décommunisation, mais c'était qu'en 2015, après la révolution de la dignité, après Euromaïdan. Donc c'est un peu tardivement, mais il y a quand même eu ça. Mais quand on dit, rien qu'en France, quand on dit que le communisme c'était un mal tout aussi un mal comme un autre, un mal comme le nazisme, bien sûr, ça passe pas. Ce message ne passe pas parce que justement, voilà, on a le problème de prouver que le système communiste qui avait tué 4 millions, donc 4 millions d'Ukrainiens seulement suite à cette famine artificielle organisée ici en Ukraine, ou bien on parle aussi des purges, on parle aussi de toutes les atrocités du système totalitaire, mais ça ne passe pas parce que ça paraît être lent. Donc un mal impuni, donc pour reprendre votre idée de donc le bien contre le mal, et le mal qui, s'il n'est pas arrêté, s'il n'est pas puni, donc il continue à revenir à chaque instant. Et donc heureusement on a l'impression que c'est une prise de conscience a lieu aujourd'hui. On en est peut-être qu'au tout début, parce que je reprends la comparaison avec les pays arabes. L'une des pires catastrophes pour les pays arabes, c'était le legs, on va dire, des républiques socialistes, entre guillemets, c'est-à-dire de ce bloc de l'Est. C'est le même qui était soutenu par l'Union soviétique, qui ont conseillé des gens comme Nasser, par exemple, en Égypte. Alors Nasser, c'est une très grande figure charismatique que les gens adorent, même aujourd'hui, après 50 ans, plus de 50 ans après sa mort. Mais quand on regarde bien, tous les systèmes de police secrète, comme la Stasi, similaire à la Stasi allemande, donc dans tous les pays arabes, il y a ces systèmes de police secrète qui s'épient elles-mêmes et qui épient les citoyens et qui les empêchent de vivre et qui va chercher dans leur vie privée, dans leurs pratiques sexuelles, dans plein de choses, de quoi les faire chanter, de quoi les faire espionner eux-mêmes leurs voisins, etc. etc. Tout un système malade, quoi, qui a construit et qui a mis en place des sociétés malades, où il y avait, vous savez, je pense qu'en Ukraine, ça a dû être très présent aussi, cette espèce d'espionnite, où on regarde dès que quelqu'un arrive de l'étranger, ça doit être un espion, ça doit être quelqu'un, qu'est-ce qu'il vient faire, donc ça vous empêche de communiquer avec les peuples, ça vous empêche d'être curieux, ça vous empêche de savoir... si votre voisin vous pose une question, vous allez vous dire pourquoi il me pose la question, peut-être qu'il va aller me dénoncer, etc., etc., etc. Donc c'est des sociétés totalement malades, et qui, 50 ans après, vous avez parlé du Parti communiste en France, mais 50 ans après, aujourd'hui, critiquer Nasser en Égypte et dans un certain nombre de pays arabes, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Vous pouvez vraiment vous retrouver avec, au mieux, de la colère populaire, peut-être un peu plus, peut-être des gens vous arrêteront, etc. Parce que c'est tabou, parce qu'il y a une espèce de mythe de Nasser, comme il y a eu des mythes de Lénine ou de Staline, le père du peuple, etc. etc. On n'a pas le droit de dire peut-être c'était un salopard, peut-être c'est quelqu'un qui a mis en place un système qui nous a rendus malheureux. Il faut le dire. Et il a rendu malheureux nos parents, il nous a rendus malheureux nous. Et bon, là, on arrive un petit peu à casser. Et encore, il y a beaucoup de pays où c'est encore très compliqué de sortir de ces héritages. C'est des héritages des dictatures militaires comme ça qui se
Alors en plus en Syrie, ça devient ensuite héréditaire, on le passe à l'enfant, etc. Donc donc oui, je reconnais qu'il y a un début de prise de conscience peut-être mondiale, mais vraiment un tout début un peu timide. On n'en est pas encore malheureusement, beaucoup des acteurs de ces périodes-là sont décédés, donc on ne pourra jamais vraiment les juger. Mais au moins, est-ce qu'on peut juger leurs faits, quand même, leurs actes, et peut-être en tirer des leçons pour l'avenir. Voilà, donc tirer les leçons pour l'avenir, pour changer le cours des choses, pour changer, pour faire cette rupture avec le passé, pour commencer des zéros. On ne commence jamais du zéro, bien sûr, mais quand même faire voilà, cette rupture du mal. Vous avez travaillé en Syrie pendant la guerre, et donc comme photographe, comme journaliste. Vous avez vu pas mal d'atrocités. Quelle était votre impression, sans doute, la plus forte, la plus importante, la plus douloureuse de cette guerre? Et quel regard jetez-vous aujourd'hui sur la fin de cette guerre? Avec quel sentiment elle vous laisse? Avec un sentiment d'injustice ou autre? Alors, bien sûr, il y a l'injustice. Ce qui était le plus beau dans cette révolution, moi je l'appelle toujours comme ça avant de parler de guerre, parce qu'il y avait une vraie tentative, un vrai désir de changer les choses. Et ça, je trouvais ça formidable quand même. Des gens qui savaient qu'ils risquaient très gros et qui quand même allaient tous les jours défiler, allaient défier les sbires et les polices secrètes dont j'ai parlé tout à l'heure, de tout genre. Même les militaires, beaucoup de militaires avaient fait défection parce qu'ils ne voulaient pas tirer sur leurs frères, etc. Donc même les militaires eux-mêmes étaient poursuivis par les miliciens ou les polices secrètes qu'on appelle les mukhabarat en Syrie. Donc ça, c'était admirable, ce courage, cette volonté de changer les choses, cette volonté de tourner une page. Donc ça m'a énormément touché et impressionné. Encore aujourd'hui, 10 ans après, j'en parle avec beaucoup d'émotion. Après, ce qui était plus rageant, finalement, c'était de pas avoir pu plus les aider, quelque part, quoi. C'est-à-dire moi, j'ai fait ce que je savais faire en médias, on va dire, en presse, mais devant aussi un petit peu d'intérêt, mais beaucoup d'indifférence. Beaucoup de gens qui n'étaient pas passionnés par ce qui se passait. C'était pas ça. C'était le terme qu'on nous disait à l'époque. On disait c'est anxiogène. Tu sais, alors là, la Syrie, c'est anxiogène. Alors, tu montres ça aux gens, ils changent de chaîne. Si c'est à la télé, si c'est dans un journal, c'est pas bien, etc. Il faut trouver des sujets positifs. Oui, des sujets positifs, je veux dire, on peut en trouver peut-être sur l'écologie et encore, on peut en trouver sur certains problèmes, mais là, sur la Syrie, pour moi, les sujets positifs, c'était les institutrices qui continuaient à faire école, alors que la ville était assiégée et qu'il y avait des bombardements. Alors on dit, oh ouais, mais bon, non, c'est pas assez engageant, il faut des trucs... Est-ce que t'as pas une famille française qui voulait rejoindre Daesh, qui finalement a changé d'avis, enfin, des trucs, mais vraiment, c'était le petit trou de serrure, quoi, de rien du tout. Alors je disais, bah non, j'ai pas ça. Oui, mais ça serait vraiment formidable pour le téléspectateur ou pour le lecteur français. En dehors de ça, toutes ces belles aventures humaines que tu racontes, elles sont bien, mais on me disait pas comme ça, mais je comprenais que c'était un peu chiant, un peu ennuyeux, quoi. C'était pas terrible pour l'audience, c'était pas terrible pour les ventes d'un journal, etc., etc. Donc, et d'ailleurs, j'ouvre une toute petite parenthèse parce qu'elle est symptomatique de la façon dont nos médias sont devenus. Alors nous, on est journalistes, c'est rageant de nous dire qu'on n'a peut-être pas pu changer les choses, mais bon, on était peut-être pas nombreux devant des pouvoirs d'argent, des pouvoirs énormes. Mais je me souviens, en 2015, donc on est au milieu de l'affaire syrienne, et puis il y a un événement qui m'intéresse, je me dis, tiens, ça peut être intéressant, c'est alors c'est pas tout à fait la Syrie, mais c'est très lié à la Syrie, parce qu'en Syrie, il y a beaucoup d'Arméniens, et en 2015, c'est le centenaire du génocide arménien. Donc je me dis, tiens, c'est quand même intéressant, les Arméniens, il y en a en France aussi, et tout, donc... J'appelle plusieurs rédactions avec lesquelles je travaille, où j'envoie des emails en disant je pense aller à Yerevan pour couvrir le centenaire du génocide. Si ça vous intéresse, non ? Personne ne me répond. Ou j'ai une ou deux lignes du genre non, c'est pas très intéressant pour nous, merci.
Et puis 2 jours avant, je commençais à avoir des emails qui m'envoient. Tu es parti à Yerevan, est-ce que tu vas y aller? Là, on est intéressé. Alors, j'étais pas parti parce qu'il me fallait un peu d'argent, etc. Je suis pas parti. Je dis non, je n'y suis pas, mais pourquoi? Ils me disent parce qu'il y a Kim Kardashian qui va aller à Yerevan pour le. Et Kim Kardashian, pour vos auditeurs qui ne le savent pas, c'est une personnalité de télé-réalité américaine qui est devenue mondialement connue et qui se trouve être d'origine arménienne. Donc elle a voulu aller rendre hommage à ses aïeuls à Yerevan. Et là, d'un seul coup, pour énormément de médias, tous respectables, hein, je ne porte pas de jugement sur leurs valeurs, mais d'un seul coup, ils se sont intéressés au génocide arménien, au centenaire du génocide arménien, parce que Kim Kardashian y allait. Mais sans Kim Kardashian, ils s'en foutaient complètement. Donc du coup, ça donne aussi une mesure de l'intérêt qu'on peut porter à certains coins ou à certaines populations. Moi, je sais que sur la Syrie, et je la remercie, je ne sais pas si elle aura un jour l'occasion d'entendre mes remerciements, mais quelqu'un comme Angelina Jolie, par exemple, a fait plusieurs voyages, a adopté un enfant, etc. Elle a fait beaucoup de choses pour parler des réfugiés syriens, et sans elle, sans doute, beaucoup de papiers ou de reportages télé ou de photos sur les réfugiés syriens n'auraient jamais été faits. Parce qu'on s'y intéressait, parce qu'il y avait Angelina Jolie. Oui, qui s'est rendue là et qui s'est rendue d'ailleurs ici en Ukraine. Donc, durant les premiers mois de ce conflit-là, de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, elle s'est rendue jusqu'à Lviv. Pas à Kiev, mais elle était à Lviv. Et donc, c'est vrai que ça attire l'attention des médias, ça attire bien sûr cette couverture. Et donc, je suis très d'accord avec vous de dire que oui, s'il y a cette couverture superficielle de conflits qui ne cherche pas à comprendre le sens des événements, est-ce que ça se complique quand on parle de Moyen-Orient parce que les Européens pensent ça c'est loin, ça on a du mal à comprendre, ça c'est pas notre système et tout cela. Mais malgré tout, voilà donc cette chute, donc avec cette protestation, avec cette belle protestation, comme vous dites, qui est écrasé littéralement par le régime de Bachar al-Assad, et après ça tombe dans la guerre, et après la guerre, c'est une tragédie, c'est un cauchemar, et nous, les Ukrainiens, nous le connaissons très bien. Il y a un parallélisme entre ce qui se passait en Syrie et ce qui se passait en Ukraine, parce que nous avions aussi notre Euromaidan, notre révolution, qui a eu de la chance de déloger le dictateur. Yanukovych, il est parti. Mais le jour même avant qu'il soit parti, la Russie avait commencé son agression. Donc c'était la punition par la guerre. J'appellerais ça une punition par la guerre. Donc vous êtes, mais la différence, c'est que c'était régime de Bachar al-Assad, il punissait son propre peuple, alors que Poutine, il punissait quand même un peuple d'un pays souverain qui est à côté, même s'il considère que l'Ukraine c'est un pays artificiel qui n'existe pas, etc. Mais quand même, donc l'annexion de la Crimée avait commencé le 20 février 2014, justement au moment où Euromaidan avait gagné, dans le sens que Yanukovych est parti. Et donc, cette punition par la guerre, elle amène toute cette beauté de la protestation populaire vers l'horreur de la guerre. Et donc là, vous êtes en Ukraine, vous avez vu des choses déjà en Ukraine, vous suivez un peu aussi cette guerre. Et donc, quel est votre avis sur ce conflit et en quoi consiste la différence de ce que nous les Ukrainiens, sommes en train de vivre? Alors moi, à mon avis, bien sûr, il est tout petit, entre guillemets. Je veux dire, j'ai pas passé des années à étudier l'histoire et la géographie et la géopolitique de la région. Donc je vois vraiment ça de mon côté un peu de Tintin, reporter, entre guillemets, c'est-à-dire qui arrive, qui rencontre des gens, qui sent une ambiance, qui sent des choses. Donc moi, je sens d'emblée une énergie positive extraordinaire, parce que, souvenons-nous, le même jour en février 2022, je suis pas sûr que beaucoup de gens auraient dit ce petit pays, pas petit ni par la taille, ni par l'intérêt, mais je veux dire, comparé à la Russie et à son armée, l'une des plus fortes au monde et tout, beaucoup de gens auraient pensé, sans être de mauvaise foi, que
qu'ils ne résisteront pas longtemps, que vous ne résisterez pas longtemps, que ça sera balayé en quelques jours. Je me souviens que c'est comme ça qu'on disait peut-être au Kremlin, ou peut-être aller en quelques semaines ou quelques mois, mais que c'est une affaire réglée, quoi. C'est pas très grave. Donc le fait que tout ça a été démenti, le fait qu'on se retrouve un an après avec, au contraire, l'espoir d'une victoire a totalement changé de camp, avec une mobilisation mondiale, même si elle n'est pas encore au niveau souhaité, mais elle existe, on en parle. Il y a eu cette semaine, moi j'ai vu dans Kiev, j'ai vu au moins 4 ou 5 chefs d'État, des très importants. Donc du coup, il y a cette énergie positive qui fait que on n'a pas laissé tomber l'Ukraine. On a peut-être traîné, on a peut-être hésité. Il y a peut-être eu des discussions sur faut-il aller ou pas, etc. C'est tout à fait possible et on en sait parfois que des bribes. Mais en tout cas, on n'a pas laissé tomber. On est aux côtés des Ukrainiens et moi je le vois aussi dans la façon dont les gens me regardent dans la rue quand ils voient que je suis pas d'ici ou qu'ils entendent quand je parle et qu'ils voient que je ne parle pas leur langue. Il y a une très belle énergie positive. Il y a les gens qui sont curieux de savoir d'où vous venez, qui parfois vous remercient quand ils voient que vous n'êtes pas d'ici, parce que vous avez fait le déplacement, que vous êtes là un moment un peu critique. Donc, vous savez, c'est comme quand vous allez visiter un cousin un peu malade. Il peut être plus content quand vous arrivez à ce moment-là que si il a une très belle maison et que tout va bien et qu'il vient de s'acheter une nouvelle voiture. C'est pas la même visite, quoi. Donc je sens ça dans le regard des gens. Je le vois dans ce qu'ils me disent, peut-être spontanément parfois. Ils partent dans des excès de bonheur et c'est très agréable. Donc il y a cette énergie positive. J'ai pas vu, franchement, alors j'ai pas vu non plus 1 million de personnes, mais des gens que j'ai vus, j'ai pas vu une rancœur, j'ai pas vu quelqu'un un peu méchant ou un peu critique qui va vous dire, j'en sais rien, moi les Occidentaux ont traîné, les Occidentaux nous ont laissé tomber, des choses qu'ils pourraient dire d'une façon ou d'une autre. J'ai pas vu ça, franchement, il y a beaucoup d'énergie positive. Il y a de l'espoir, ce qui est formidable. Il y a bien sûr de la tristesse et des malheurs devant les traces de l'occupation, encore ici pas très loin de Kiev. Après, il y a aussi, ça c'est très agréable de nos jours, il y a de l'héroïsme. Il y a des héros, des gens vous racontent l'histoire de telle ou telle personne qui a fait ceci, qui a sauvé des gens, qui a défendu son quartier, qui a défendu son bâtiment, etc. Je trouve que c'est très agréable finalement, parce qu'aujourd'hui, le héros, on ne sait plus trop ce que c'est, quoi. Est-ce que c'est celui qui a arnaqué des gens sur Facebook pour devenir milliardaire, ou est-ce que c'est celui qui a vendu des bitcoins ou je sais pas quoi. Enfin, le concept même de héros, on l'a un petit peu perdu. Donc du coup, avoir comme ça autour de soi, alors bien sûr dans des circonstances malheureuses, je le déplore comme tout le monde, mais quand même avoir cette génération, on va dire, avec des héros concrets. Parfois, ça peut être des infirmières, parfois, ça peut être même des gens qui... moi, j'ai vu des gens qui nettoient les rues en temps de guerre, j'ai vu des gens qui conduisent des bus. Ça a l'air de rien, mais croyez-moi, j'ai été dans beaucoup de capitales en guerre. Très souvent, les services généraux, comme ça, c'est les premiers qui disparaissent parce que les gens se disent, j'ai pas envie d'aller Enfin, c'est la guerre, on ne va pas venir me reprocher d'être parti, et hop, beaucoup de gens disparaissent. Et là, on voit, pour moi, c'est aussi des héros du quotidien, c'est les gens qui font que la poste fonctionne, les bus, les tramways, etc. En temps de guerre, c'est vraiment pas mal. C'est une forme de résistance que de continuer la vie normale pendant les temps qui ne sont pas du tout normales. Et puis, on a tous vu des images des gens à Kharkiv qui étaient encore bombardés à cette époque-là. Il y avait des femmes qui plantaient des fleurs, par exemple, à la place centrale. Donc, rien que vous plantez des fleurs pendant les bombardements, ça peut paraître comme ça impossible, mais voilà, ça sauvait en quelque sorte les gens. Puis voilà. Donc, j'aime bien votre réflexion sur le héroïsme et puis le retour de sens dans ce mot-là qu'on
qu'on a dans ce cynisme moderne, un peu, on perd le sens de mots qui était important hein, à l'époque. Donc, retour aux mots qui avaient du sens. Mais la résistance, on va dire, par la vie normale et quotidienne, moi, je trouve ça vraiment admirable parce que c'est vrai qu'on a tendance à céder à la panique, on a tendance à avoir peur. La peur est présente dans nos sociétés aujourd'hui. Donc, le fait de continuer à aller travailler, à prendre son café ou sa bière, à payer ses impôts, etc., c'est des choses... alors, c'est pas la même chose que de sauver tout un immeuble, mais c'est aussi héroïque dans un sens, parce que c'est une façon de dire aux tueurs, allez-y, enfin, faites ce que vous avez à faire, moi je fais aussi ce que j'ai à faire, je continue ma vie, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de mes fleurs, etc. Et je trouve que c'est une très très belle façon de leur dire, des gros mots, on peut peut-être pas les dire sur le podcast, mais enfin de leur dire merde un peu, quoi. Et sans doute la dernière question, mais qui est très importante, peut-être que vous allez développer un peu. Quand les Ukrainiens sont massivement partis à l'étranger, donc on a essayé, on a compris ce que ça veut être les réfugiés. Donc pendant des décennies, on parlait des réfugiés syriens et autres. Donc là, les Ukrainiens réfugiés. On a quand même ressenti cette rancune qui venait du Moyen-Orient, entre autres aussi, c'est que, mais pourquoi les Ukrainiens, ils sont aidés, pourquoi ils sont soutenus et nous, on n'est pas? Et donc, ma question porte sur autre chose. Donc, nous avons déjà évoqué cette question du mal impuni, qui était là en Syrie, qui était là ailleurs et qui agit actuellement en Ukraine. En cas de victoire de l'Ukraine qu'on espère, est-ce que vous croyez que ça pourrait être une fin voilà, donc le mal sera enfin puni et que ça pourrait entraîner des conséquences positives pour les autres aussi, pas uniquement pour les Ukrainiens, mais aussi pour d'autres régions. Donc on va faire ce chemin ensemble en quelque sorte, non? Moi, comme je vous disais que si Alep tombe, notre humanité tombera avec. Je pense que si Alep avait résisté et avait gagné, notre humanité aurait gagné aussi avec. Donc ce qui vaut pour Alep vaut aussi pour l'Ukraine, dans le sens où, bien sûr, s'il y a une victoire que je souhaite et qui n'est pas impossible, au contraire, c'est une victoire de nous tous. Je veux dire, c'est une victoire Encore une fois, je vais utiliser des mots qui vont faire hurler peut-être certains, mais tant pis pour eux. Mais c'est aussi une victoire du bien contre le mal. Et donc, forcément, pour beaucoup de gens, ça sera une belle nouvelle. Ça sera bien. Ça voudra dire que le fait qu'on ait tous les pouvoirs, qu'on ait des super avions, qu'on ait les derniers missiles, qu'on ait je sais pas quoi, ça suffit pas. Ça vous permet pas d'imposer votre loi comme ça, comme vous voulez, c'est pas la jungle, etc. Même si nous, finalement, quand on observe le monde, on sait que très souvent, ailleurs, ça va être encore la jungle, ça va être encore le plus puissant qui va martyriser le plus faible, etc., etc. C'est malheureusement plus ou moins la norme. Mais quand même, s'il y a cette éclaircie qui arrive, s'il y a cet espoir qui arrive, bien sûr, il pourra ouvrir le chemin à beaucoup de choses entre les peuples. Maintenant, pour ce qui est de la rancœur, on va dire, qu'avaient les populations du Moyen-Orient, notamment les Syriens, elle n'était pas tellement sur le fait... Il n'y avait pas de jalousie du genre « les Ukrainiens sont mieux accueillis que nous ». Non, c'était plus une rancœur sur le regard occidental qui était posé sur ces réfugiés. C'est-à-dire que... il y avait eu des chaînes de télé qui s'étonnaient en disant « Ah, mais là, les réfugiés, ils sont blonds, ils sont comme nous, ils sont quelque part, on a l'impression qu'elle disait, ils sont beaux, pourquoi sont-ils réfugiés ?» Alors que, donc, ça n'était pas dit, mais dans le sens, ça voulait dire les bruns, les petits, les arabes, etc., eux, c'est pas grave, parce que ça fait 50 ans qu'on les voit comme réfugiés. Ils sont réfugiés de partout, qu'ils soient palestiniens, qu'ils soient irakiens, qu'ils soient iraniens, qu'ils soient syriens. Il y en a des Libanais, c'est un plus petit pays, mais il y a aussi beaucoup de réfugiés et une guerre atroce. Donc, c'est ce son-là que les gens n'aimaient pas et que les gens critiquaient, avec aussi toujours forcément une pointe de racisme qu'on peut entendre. Hein. Les gens vont dire « Ah bah oui, on veut bien avoir des réfugiés de Syrie, par exemple, mais des chrétiens.
puisqu'il y a des chrétiens en Syrie, eux, oui, ceux-là, on veut bien les avoir, mais pas les musulmans. Et on a envie de dire, mais enfin, ça fait 200 ans, ça fait depuis la Révolution française, on dit et qu'on a appris et qu'on développe l'idée qu'on est tous égaux. Les hommes naissent et demeurent égaux en droit. Donc pourquoi quelqu'un va venir vous dire, Louis, je veux lui donner des droits, je veux lui donner une maison, je veux lui donner un toit, mais lui, non. Parce qu'il est mal né, il a le mauvais prénom, il a la mauvaise religion. Etc. Donc c'est ça, finalement, qui était le cri, on va dire, de rancune. C'était pas du tout contre les Ukrainiens, c'était pas du tout... Au contraire, il y avait une vraie sympathie en disant finalement, ils vont comprendre ce que nous, on a vécu et peut-être ça va nous rapprocher d'eux, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ces commentaires qu'on avait de l'autre côté, qu'on pouvait avoir dans des mairies, pas forcément en France, ça pouvait être en Hongrie, ça pouvait être en Pologne, ça pouvait être dans beaucoup de pays où il y avait des commentaires un petit peu qui disaient « Bon, c'est là où on veut bien les accepter, finalement, ils sont comme nous. » Et les autres, non, ils ne sont pas comme nous, alors qu'ils peuvent mourir, quoi. Et malheureusement, c'est des phrases qu'on a entendues sur ce qui se passe en Méditerranée, quand vous dites « Regardez, en Méditerranée, oui, mais bon, tant pis pour eux, quoi. » Ils avaient qu'à pas prendre le bateau et tout, comme si on prenait le bateau de bon cœur, quoi. Oui, comme si c'était un voyage d'agrément. Des vacances, et comme si c'était un choix. Donc, absolument. Voilà, parce que c'est l'expérience de guerre qui fait comprendre qu'en fait, le devoir ou la nécessité de quitter son pays, c'est jamais facile, c'est jamais fait par choix, c'est toujours fait par la nécessité, par le besoin de sauver sa vie, souvent la vie de ses enfants. Donc ce que nous, les Ukrainiens, nous comprenons aujourd'hui, beaucoup mieux qu'on comprenait il y a quelques années quand nous avons suivi, bien sûr, la guerre en Syrie, mais là maintenant, nous avons la même expérience et nous partageons bien sûr les douleurs de d'autres peuples qui ont dû endurer cette expérience de la guerre. Merci beaucoup Amar pour cette conversation absolument intéressante et éclairante en beaucoup d'aspects. Merci beaucoup. Merci Tatiana. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager ou à commenter cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer d'autres épisodes. Je m'appelle Tatiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Amar Abdrabo, photographe et journaliste franco-syrien. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.